On va parler d'un sujet un peu plus léger, moins technique. Ça fait partie des sujets, en effet, qu'on peut aborder lors de meet-up, qui ne sont pas forcément très techniques. Et chez Wikasa, on a décidé d'aborder le sujet du support L2 en tant que process pour vraiment tuer les bugs. Donc je vais me concentrer sur pourquoi, et je laisserai la main à mes collègues pour d'autres pans de la gestion du L2 support. Et je vais essayer de parler doucement pour toi. Pourquoi le L2 support? En fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, quand on est en phase de scale versus growth, on a des problèmes qui tendent à s'accentuer et les bugs font partie de la liste des problèmes qui grandissent avec la taille de l'entreprise pour différents facteurs, mais ceux qui m'ont paru, moi, les plus évidents avant de mettre le L2 en place, c'est d'abord le fait qu'on ait plus de développeurs. On est passé de 20 à 30 et on reste des humains et du coup, le facteur humain apporte aussi son lot d'erreurs. C'est naturel, c'est normal et faire un dev sans bug, presque c'est mission impossible. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles aussi, malgré la meilleure organisation du monde, on introduit toujours du bug. Ensuite, on sait aussi que l'application se complexifie, qu'on ajoute beaucoup plus de features pour répondre à de plus en plus de besoins. Et c'est autant de raisons et de faits qui font qu'on va introduire un maximum de bugs avec la complexité des features qui s'entrechoquent, vraiment c'est le mot, et tous les edge cases qui vont apparaître avec ces nouvelles features. Ensuite, le côté effet loop aussi, plus d'utilisateurs, plus de chances qu'un utilisateur trouve un bug, et donc du coup plus de remontées et un volume de bugs plus important. C'est naturel, on ne peut absolument rien y faire, et il faut juste faire face à ces bugs. Donc on n'a pas 36 solutions pour régler ce problème. Il faut s'organiser différemment. Pourquoi différemment? Parce que historiquement, quand on est dans une startup, on a une approche très simpliste du traitement des bugs. Bien évidemment, tout le monde peut déclarer des bugs sur n'importe quel channel. Ça peut être du direct avec les devs, ça peut être via des PM, ça peut être via un chat channel, ça peut être via des mails. En fait, on laisse la possibilité de déclarer des bugs un petit peu sous tous les formats parce que c'est simple. Et on a raison, parce qu'on n'a pas besoin d'un process très compliqué, on est petit. Ensuite, une fois que le bug est déclaré, c'est un petit peu la tâche soit du demandeur, soit du PM, de définir une priorité, parce qu'on a tous une sensibilité différente par rapport à ce bug. Il est super important pour moi, mais est-ce qu'il est aussi important pour d'autres? Donc, en plus, c'est un peu compliqué de définir une priorité. Bon, on s'en sort, parce que le volume est relativement faible. Ensuite, pas de bol, ça tombe sur les devs, et débrouille-toi, fixe. Avec, des fois, un peu ou pas de contexte, et surtout un volume de bugs qui grandit, et surtout des priorités qui ne sont pas forcément faire. Donc, on a du mal à prioriser en tant que dev quel bug je traite en premier, parce que tout le monde veut son bug en premier. Donc, chez Wikasa, en phase de scale, on a appliqué une méthode qui est directement issue de la méthode ITIL. J'ai rien inventé. En plus, je l'ai reproduit déjà dans 2 boîtes avant de venir chez Wikasa. Donc, j'étais à peu près sûr de mon coup. Et ce qu'on fait souvent, c'est qu'on découpe en 3 layers. Le layer 1, qui est souvent le customer support, celui qui remonte les anomalies, qui est en général la première porte d'entrée à la déclaration des bugs. Qui lui va dire ok, je crée un bug, mais on va le centraliser. On va arrêter tous les direct messages, on va arrêter tous les mails, tous les Slack, tout dans Jira. Donc on a un outil de ticketing qui s'appelle Jira, mais ça pourrait être n'importe lequel, ce serait absolument pas un souci. Après, on a mis, du coup, vu qu'on centralise tous les bugs à un seul endroit, il nous faut un Superman. Pour nous, c'est le L2 support. C'est lui qui va définir la priorité de chacun des bugs. Il connaît son boulot. Il peut hiérarchiser les bugs entre eux, parce qu'il a une vision globale. Ensuite, il va pouvoir faire en sorte que ce bug soit reproductible, donner une procédure, le rendre très clair, très simple à qualifier. Et ensuite, il va pouvoir, si le problème est vraiment critique, le transférer au L3, qui sont bien évidemment toujours les devs, mais qui lui va pouvoir d'abord se focus sur les problèmes les plus prioritaires, plutôt que celui qui crie le plus fort. Vous voyez un petit peu la différence? Et donc, avec ces 3 layers de support, normalement, on a des résultats assez probants et assez rapidement. Et ce qu'on a constaté chez Wikasa après 12 mois d'utilisation de ce 3 layers de support, c'est que les problèmes critiques sont résolus finalement en moins de 24-48 heures. Et ça, c'est assez satisfaisant, parce qu'en fait, les stakeholders qui sont toujours en train de crier « mon bug, il est où? Pourquoi on ne le traite pas ?» Ils ont une visibilité, et en plus, ils ont du concret. Ils voient la progression, et ils se rendent compte sur pièce que leurs problèmes importants pour eux sont tous traités dans un délai qui est raisonnable. Ça fait vraiment une grosse différence. Ensuite, avec ce layer 2, comme il centralise tous les problèmes, il reconnaît des patterns. Donc, il est capable de reconnaître des bugs, des types de bugs, et les régler en autonomie. Puisqu'il a l'habitude. Le dev lui a appris. C'est comme ça que ça marche. Vas-y, je te montre. Et du coup, 25% des bugs sont traités en autonomie par le L2. C'est autant de stress qu'on va enlever finalement au L3.
et surtout autant de satisfaction qu'on va donner au L1. Et finalement, pour le dev, le constat, c'est qu'on va 2 fois plus vite pour traiter, corriger les bugs. Pourquoi? Déjà, quand on a un bug qui est tiré au cordeau avec une reproductibilité, qu'on a du contexte, on a fait la moitié du taf, quoi. Et c'est super simple pour lui de corriger et d'arriver à un résultat beaucoup plus rapidement. En tout cas, c'est la façon dont on l'a abordé chez Wikasa et ça a bien fonctionné. Et maintenant, je vais passer la main du coup à Jules qui va vous montrer un tout petit peu, peut-être les questions après, comme ça il passe, ils ont beaucoup d'éléments de réponse, comment lui il a vécu sa transition de L2 à Dev. Merci Loïc. Du coup, comme disait Loïc, je suis actuellement dev chez Wikasa, mais avant ça j'étais L2. Je suis arrivé au moment de la création du poste, et à ce moment-là, on m'a donné la tâche plus ou moins simple de gérer les bugs. Ça ressemble à peu près à un océan de tickets incomplets et de use cases tous différents. Et à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont en commun et comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'ils puissent être normalisés et rationalisés pour pouvoir après derrière les prioriser. Et donc je me suis tourné un peu vers les tickets et je me suis rendu compte assez rapidement que dans la plupart des tickets, il y avait peu de contexte, mais pas parce que la personne était de mauvaise foi, mais surtout parce que elle savait pas en fait ce que le dev attendait pour pouvoir reproduire le bug, ce qu'il attendait comme contexte sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, qui est impacté, combien de personnes. Et du coup, généralement, on se retrouvait avec des navettes qui se faisaient entre le L1 et le L3, enfin entre le support et les devs, qui étaient extrêmement frustrantes de chaque côté parce que tout le monde avait l'impression de perdre du temps. Donc la question que je me suis posée là, c'est qu'est-ce qui est commun à tous ces tickets et comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y ait toutes les infos à chaque fois pour catégoriser ces bugs. Du coup, ça se fait en 3 parties. Enfin, j'ai décidé de l'articuler en 3 parties. Dans une première partie, quel est le problème? Donc, comment on pourrait le reproduire? Est-ce que c'est un problème unique? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà régulier? Combien d'utilisateurs sont impactés? À quel point c'est impactant pour l'utilisateur? Si c'est juste quelque chose de cosmétique ou si c'est quelque chose de très lourd, impactant des paiements, des choses comme ça. Et donc à partir de ce moment-là, on a déjà une idée un peu globale du bug. Ensuite, on peut se dire qu'est-ce qui devrait arriver, parce que à cette étape-là, peut-être que la personne va commencer à décrire un problème qui en fait n'en est pas un, c'est juste une volonté de voir évoluer le produit. Et dans ce cas-là, la personne, on va lui expliquer que ça marche pas dans ce sens-là et que c'est plus vraiment de l'ordre du bug. On va aussi pouvoir proposer des workarounds, des détournements possibles pour pallier à ce bug le temps qu'un fixe soit trouvé. En troisième partie, je me suis rendu compte aussi que dans pas mal de cas, on avait des devs qui arrivaient en face d'un bug, et en fait le bug était déjà résolu. Mais pas parce que le code s'est écrit tout seul, mais parce que la personne qui avait créé le bug avait en même temps, dans la foulée, fait des actions manuelles pour régler le problème. Parce qu'en face, on a un client qui a tendance à être un peu insistant, parce qu'il rencontre une expérience désagréable, et du coup, il faut le résoudre assez rapidement. Donc du coup, il faudrait consigner aussi dans cette partie-là toutes les actions qui ont été faites. Et du coup, toutes ces 3 parties nous permettront derrière de catégoriser le ticket, de comprendre sa priorité, et derrière de ne pas forcément aller relancer 15 fois un dev sur quelque chose qui est en fait d'une priorité assez faible parce que c'est un bug isolé, c'est un bug assez peu important. Donc tout ça nous a permis au bout de quelques mois, d'arriver à des SLA qui étaient quand même beaucoup plus précis pour les utilisateurs. Donc on leur dit par exemple, le bug sera réglé dans une semaine, sera réglé dans 3 jours. Si c'est vraiment quelque chose de critique, sera réglé dans les 24 heures. Et au niveau du support qui va reporter ce bug, on va pouvoir avoir une prise en charge plutôt rapide en fonction du problème, ce qui est quand même assez confortable, et surtout une estimation du temps que ça va prendre. Et côté dev, il arrive en face d'un ticket, clé en main, il sait comment reproduire le bug, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est grave, combien de temps je dois prendre pour pouvoir régler ce bug, et du coup il peut travailler normalement sans avoir à aller piocher un peu partout. Euh, de mon point de vue à moi maintenant, je dirais que donc je suis arrivé juste après un bootcamp chez Wikasa. J'avais comme idée du coup d'évoluer en tant que dev.
Mais comme ceux qui ont fait un bootcamp le savent, la formation est assez légère d'un point de vue technique. Et même si vous avez une idée globale de comment fonctionne une application Rails, vous n'avez aucune idée de quelle est la structure d'une plus grosse code base et comment vont être un peu architecturés les jobs, les services, les packs, ce genre de choses. Et du coup, le poste de L2, moi, il m'a permis de plonger à corps perdu dans un océan de bugs. Mais du coup, chaque bug était une opportunité d'aller creuser un peu dans chaque partie du code pour comprendre ce qui se passait et pour comprendre un peu les logiques du produit. Et ça m'a permis, au bout de quelques mois, d'avoir une connaissance produit qui est, je pense, assez conséquente et qui permet, dans ma squad actuellement, de rapidement faire l'interface avec d'autres squads, parce qu'en fait, j'étais déjà allé creuser dans leur codebase à un moment. Donc même si je ne suis pas la personne la plus technique, ça me permet d'avoir un rayonnement assez global sur le produit qui peut être assez utile au quotidien. Donc là, je vous ai mis un petit script de le tout premier script que j'ai utilisé chez Wikasa, et là, c'est il y a quelques semaines. Enfin, c'est pas grand-chose, mais c'est juste pour montrer un peu la petite montée en compétences. Et je passe la main à Antoine pour nous raconter un peu ce que ça a changé pour lui. Ah ok. Bonjour, donc moi je suis Antoine, je travaille chez Wikasa depuis 3 ans, enfin presque 3 ans en tant que dev back. Donc oui, je vais vous raconter un peu de mon point de vue, ce que ça a fait l'arrivée d'un L2 dans ma vie de tous les jours. Euh, donc juste très rapidement une petite timeline. Moi quand je suis arrivé chez Wikasa, il y avait un channel Slack qui s'appelait Tech Support où en fait tous les devs une fois par semaine plus ou moins enfin chaque dev par jour était assigné à ce channel. Donc, et le jour où on était assigné à ce channel, on faisait que ça, que de régler des bugs toute la journée parce qu'on n'avait pas le temps de faire autre chose. À la fin de la journée, on devait avoir réglé tous les bugs qui s'étaient passés pendant la journée. Ça pouvait être tout et n'importe quoi et n'importe où dans l'app, même ce qui n'était pas entre guillemets notre code base de notre squad. Donc, bon, c'était très formateur quand je suis arrivé, mais c'était aussi difficilement gérable au fur et à mesure que l'app grandissait. Comme Loïc vous a expliqué, après, petit à petit, on a eu des... Enfin, pas petit à petit, en fait, ça s'est fait d'un coup. On a abandonné ce channel et on a eu des tickets Jira avec notre PM qui assigne à une squad, pardon, et qui assignait également une priorité. Donc, ça voulait dire qu'on n'était pas obligé de le régler le jour même. Et en même temps que ces changements-là, on a eu aussi des changements dans les squads, ce qui a fait que les périmètres ont changé. Les gens ont récupéré ou perdu certains scopes et on a aussi un peu affermi ces scopes-là. Donc, c'est-à-dire que maintenant, tous les devs ne réglaient pas tous les bugs, mais seulement les bugs de leur squad. Sauf que moi, j'ai pas eu beaucoup de chance. J'étais dans la squad qui s'appelait Book and Repeat, qui s'occupe de tout ce qui est réservation, où il y a énormément de choses qui englobent. Et du coup, en fait, on s'est pris tous les bugs de tout le monde. Donc, on est arrivé là, dans un enfer sur Terre. C'était voilà, parce qu'en fait, on s'est récupéré tous les bugs legacy de tout le monde. Euh, et, euh, et en fait, le problème, c'est que on avait perdu le tech support, donc ça c'était génial parce qu'il fallait le perdre, c'était plus tenable. Mais en fait, pour les devs de notre squad, c'était un peu tous les jours le tech support. On faisait plus que ça quasiment. C'était très difficile de dev des nouvelles features à cause de cette masse de bugs legacy qu'on reprenait dans la tronche. Et en plus de ça, on était tout le temps pingé. C'est-à-dire que oui, c'est vrai qu'on n'était plus obligé de faire les bugs tout le temps. Enfin, on n'était pas tenu de résoudre les bugs qu'on recevait pendant la journée. On avait des priorités, ça pouvait être faire par exemple dans la semaine ou dans les 2 semaines selon les priorités. Mais on était quand même, enfin moi je voyais du coin de l'œil la pile de bugs qui augmentait. C'était toujours un peu dans le fond dans le fond de ma tête, c'était un peu une charge mentale. Et aussi un peu tout le temps du context switching, de savoir, ah oui, il y a ça aussi, ah oui, il y a ça. Donc c'était tout le temps des je sais plus le mot en français, mais disturbance, parce qu'en fait c'était tout le temps dans un coin de notre tête. Et puis il y avait aussi, comme c'était tout nouveau, ces nouveaux périmètres de squad, on n'était pas toujours certain que ces bugs nous revenaient à nous. Pareil pour les autres squads quand elles recevaient des bugs. Donc il y avait aussi des discussions, des allers-retours. Ah mais non, mais en fait ça c'est un peu toi. Ah mais non, mais ça en fait on doit le faire tous les deux parce que c'est un peu une zone grise entre deux squads. Donc c'était aussi beaucoup d'allers-retours et de perte de temps à cause de ça.
Et ensuite est arrivé le L2, qui est un peu notre sauveur à tous. Quand il est arrivé, on nous a dit que ça allait prendre du temps forcément parce que bah oui, non seulement il était junior, mais en plus il fallait l'onboarder sur toute l'app. Donc on nous a dit oui, au début ça va peut-être vous ralentir plus qu'autre chose, mais c'est pour un mieux. Et en fait, enfin moi en tout cas, j'ai pas trouvé que ça nous a ralenti tant que ça même au début, parce que comme c'est un job en fait où il faut directement un peu avoir les mains dans le cambouis, si je puis dire, ben même si il avait besoin de notre aide pour ramp up sur tous les sujets, ça faisait quand même déjà un cerveau en plus dans l'histoire, qui était quand même déjà directement là pour un peu nous aider, même s'il fallait aussi l'aider beaucoup au début. Donc, et plus on l'aidait, forcément, moins il avait besoin d'être aidé. Donc, ça a été assez rapide et ça nous a aidé très rapidement. Lui, il pouvait déjà directement faire pas mal de manip en console, ce qu'on faisait aussi quand c'était le temps du tech support, c'est-à-dire que au lieu parfois de faire des fixes, bah, parfois il fallait juste faire une manip en console. Donc ça permettait déjà de freiner tout un tas de tickets qui ne nous atteignaient pas. Et les tickets qu'on recevait vraiment qui nous étaient assignés, c'était les tickets où il fallait vraiment faire un gros fixe qu'un dev devait faire. Ce qui faisait qu'on était beaucoup moins pingé, hein, peut-être encore un petit peu, j'ai mis le mort, mais on était quand même un peu pingé, mais beaucoup moins, parce qu'il faisait justement ce filtre de choses qu'il pouvait faire lui-même. Et pour ce qui ne pouvait pas faire lui-même, il y avait quand même déjà tout un travail préparatoire qu'il avait fait sur le ticket, de dire, en fait, je peux pas le faire parce qu'en fait, je pense que ça vient de là ou que ça vient de là. En tout cas, j'ai vu ça. Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Donc en fait, le travail le plus long pour résoudre un bug, c'est en général l'investigation du bug. Et il avait déjà fait une énorme part de ce travail-là, donc c'était super pratique pour nous aussi. Et enfin, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté chef d'orchestre dans le sens où ben, tous les allers-retours qu'on avait de ah ben c'est notre squad, ah ben c'est peut-être pas notre squad et tout ça, c'est le L2 qui le faisait. Donc il a signé à une squad. Si c'est une zone grise où il y avait des devs, plusieurs devs qui devaient entre guillemets travailler ensemble, c'était lui, il pingait les devs qui devaient travailler ensemble. Enfin, c'est quelqu'un aussi qui coordonnait un petit peu le travail entre les équipes. Et ça aussi, c'est aussi un énorme gain de temps dans notre lutte incessante contre les bugs. Donc ça a vraiment changé, notre travail et ça nous a sorti de l'enfer. Donc voilà. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui. Tu peux le micro ou pas? Ouais. J'ai plusieurs questions. Mais du coup, ça veut dire que tous les L2 sont techniques et ont forcément accès au code? Je vais répondre. Et est-ce que vous avez plusieurs L2? Alors pour le moment, on n'a que un L2. Enfin non, on en a deux maintenant. Ah, pardon. Oui, non, on a commencé avec un L2 et effectivement, ils doivent avoir un background technique de base, typiquement junior dev qui sort de bootcamp, comme le profil de Jules. Mais oui, il y a directement ce côté accès au code. Directement, il y a un accès au code qui... oui. Ça doit être des personnes techniques qui doivent avoir un accès au code. Ouais, si je peux rajouter un petit mot, oui. Du coup, on a historiquement eu Jules qui nous a accompagnés sur la partie L2 support. Et très rapidement, quand il est devenu dev, qu'il a libéré ce poste, on l'a remplacé par un autre L2 support. Et on est aussi conscient du fait que quand le L2 support est malade en vacances ou autre, c'est devenu un point tellement important dans notre organisation qu'on avait besoin de ce backup. Donc on a ouvert un deuxième poste qui aujourd'hui vient d'arriver il y a à peine un mois, qui du coup a backup ce L2 support qui est vraiment très central dans notre orga. Ouais. Merci, bonsoir, merci pour la présentation, c'était super intéressant. Moi j'avais une question, c'est que du coup le L2, est-ce que c'est lui aussi qui est chargé par exemple de reproduire le bug, j'imagine dans un environnement proche de la production? Parce que pour intervenir en console pour fixer ça sans avoir à faire passer le bug au L3, direct en production, enfin comment ça se passe justement? Parce que j'imagine qu'on fait pas ça. En phase initiale, le L2 il a accès uniquement à la code base, donc il a un accès
vraiment que à la code base pour comprendre. Petit à petit, on lui donne un accès à un environnement de staging. Là, dans le nouveau process d'onboarding du L2, on lui fait même, comment dire, au passage de AWS, on a dockerisé l'infra, donc du coup, il a aussi un environnement local. Et lorsqu'il arrive à reproduire en gros en local, en staging, il peut aussi sandboxer l'environnement de prod et donc faire un peu du dry run et s'assurer que ça se passe bien. Et après, lorsqu'il a vraiment ses galons et que tout le monde a confiance en ses qualités, oui, là, il a un accès en lecture, écriture à prod, il n'y a aucun problème. Mais c'est vraiment très graduel, ouais. Ok, d'accord, ouais. Ouais, parce que sinon... Tu confirmes, Jules? C'est même stressant pour le L2, il a un peu peur, quoi. Bah ouais. Dans un premier temps, l'idée c'est vraiment de faire de la lecture seulement, de s'assurer de confirmer ses sources, enfin, ses hypothèses, et d'arriver vraiment au point où on se dit ah là il y a eu quelque chose, et là j'en parle à un dev, s'il valide, j'écris mon script, si le script est validé, on est parti quoi. Mais dans un premier temps, tu te lances pas à faire des updates de bases de données de partout, non. Ouais. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup.